Donc la table ronde sur le sujet toujours bien sûr de la distribution alimentaire avec nos 4 intervenants que je vais présenter sommairement. Je commence par toi Boris qui est à côté de moi. Donc Boris, tu es diplômé d'HEC et de la London School of Economics. Tu as passé quelques années en conseil chez Oliver Wyman, cofondateur et patron des opérations de La Fourche, boîte créée en 2018, que tu as créée avec Nicolas Lefebvre et Nathan Labat. Voilà. Et donc La Fourche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le leader du produit bio 100% en ligne, avec une croissance assez importante, puisque vous êtes passé de 30 millions en 2022 à 53 millions d'euros en 2023, si mes chiffres sont exacts. Super. Et donc le modèle, c'est avec une cotisation de à peu près 60 euros, 59 euros je crois, les clients ont accès à un catalogue de produits 100% bio. Voilà. Donc vous êtes le leader de ce produit bio en ligne, avec une cible de 100 millions d'euros et de rentabilité en 2025. Je passe à toi Clément, également qui est un autre acteur plutôt sur le volet e-commerce de cette table ronde. Donc tu es ingénieur des arts et métiers, toi aussi ex-consultant, ex-entrepreneur également. Tu as rejoint Kitok en 2019 et tu en es depuis le patron des opérations, le CEO. Et donc Kitok, c'est une start-up fondée en 2015 par Étienne Bois, racheté par Carrefour en 2018, revendu par Carrefour en 2023. Vous faites un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et votre modèle, donc, c'est la livraison de paniers de recettes. Donc les recettes sont commandées à l'avance, je le sais bien parce que je suis moi-même client de Kitok. Et donc on choisit ces recettes selon ses goûts et on est livré donc, chaque semaine d'un panier comprenant voilà, tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner ces recettes. Marianne, donc en parlant de Carrefour, tu as passé toi 7 ans dans le monde de l'immobilier avant de rejoindre un cabinet de conseil, là encore, Kiea, dont tu as été partenaire. Tu as rejoint Carrefour en 2022 à la direction de la stratégie et depuis peu de temps maintenant, tu es donc directrice de la performance et de la transformation de la supply chain, donc au sein de la direction supply chain de Carrefour. Voilà. Et donc Carrefour, bon, on ne présente plus Carrefour, hein, je pense. Je crois que vous avez 3500 magasins en France, parce que c'est l'information que j'ai trouvée. 6000 6 000 magasins en France. Bon, vous voyez, merci de me corriger parce qu'effectivement, j'avais donc 2 fois moins de magasins. Et vous avez comme mission ce que vous appelez la transition alimentaire. Donc, ce sera intéressant de pouvoir en parler, avec notamment le programme Act for Food, que nombreux ici doivent avoir vu effectivement dans les rayons des magasins Carrefour. Petits ou grands magasins, puisque vous allez bien sûr de la surface de centre-ville jusqu'à l'hypermarché, vous avez à peu près toutes les surfaces possibles. Et enfin Thomas, donc tu viens d'une famille de commerçants toi-même, et puis tu es devenu commerçant dès le début, hein, puisque depuis 1997 tu es dirigeant de magasins Leclerc dans le nord de la France. Donc, ton magasin est à Templeneuf, je crois. Templeuf dans le nord. Et tu es toi-même, j'allais dire, serial investisseur et serial entrepreneur assez connu dans la métropole lilloise. Et tu as en particulier initié le concept du drive piéton, dont on pourra aussi parler évidemment dans cette table ronde, qui est un concept très intéressant pour apporter du service à des clients urbains, notamment dans la métropole de Lille. Et pareil, Leclerc, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter le groupe Leclerc. Vous êtes regroupé en 16 coopératives régionales, vous avez des hyper et des super. Et évidemment, voilà, votre enseigne a été l'une des premières à démocratiser le drive voiture, hein, celui-là, après d'autres acteurs qui s'y étaient essayés. Chronodrive, c'était Auchan. Voilà, exactement. Rendons à César, des acteurs César. qui ont initié et Leclerc qui l'a développé, avec une part de marché maintenant significative sur le drive et des succès très importants sur ce sujet. Et puis, bien sûr, une promesse de prix bas qui a été une constante chez Leclerc hein, depuis de nombreuses années. Et je vous propose justement qu'on commence la table ronde sur ce thème du prix, puisque Noël, tu en as également beaucoup parlé. C'est une attente évidente des consommateurs. On voit, on en a parlé, de la croissance d'actions, du succès de certains modèles qui sont orientés plutôt vers le discount. Et donc, ma première question, elle s'adresse à toi, Thomas. Effectivement, c'est comment on fait pour tenir ce modèle prix quels sont les enjeux principaux? Quelles sont les décisions qui ont été prises, qui ont permis à Leclerc de maintenir de manière constante cette promesse prix sur la durée? Merci beaucoup de m'inviter aussi. Merci beaucoup à Noël pour l'introduction, parce que le modèle d'indépendant fait qu'on ne se pose pas la question de savoir comment on va tenir. C'est bien ce que tu expliquais tout à l'heure. Chez nous, l'indicateur, c'est l'écart de prix par rapport à l'enseigne la moins chère du marché. Et on est entre 2 et 3% moins cher que l'autre enseigne la moins chère du marché, qui est également un autre indépendant. Et en fait, quand on est justement aussi indépendant et en PME familiale, l'adage... alors ça peut paraître trivial, mais l'adage chez Leclerc, c'est tout ce qui coûte nous dégoûte.
Donc on limite au maximum la structure de coût et on gère avec la marge qu'on a. Et à partir de là, on développe. On parlait du drive tout à l'heure. Le drive a été inventé par des gens intégrés et certainement mieux organisés que nous, mais développé par des adhérents Leclerc qui se sont dit c'est pas possible, s'il y a autant de chiffres et autant d'appels à vendre, je vais forcément trouver un modèle de rentabilité. Sans se poser les questions que peuvent se poser des groupes intégrés en se disant comment je vais faire pour déployer un modèle pareil. Donc je pense qu'en fait on se pose moins de questions, on travaille de manière un peu plus spartiate, et au-delà de l'ADN, c'est une forme de mission chez Leclerc de rendre les produits accessibles. Un des partages qu'on a eu récemment dans des conventions Leclerc, c'est de se dire si les clients n'arrivent plus à acheter les produits chez nous, ça va être le bordel. Notre rôle est de faire en sorte que les clients puissent continuer à consommer. Et effectivement, Action, dont vous parliez également, c'est des modèles qui ne font que valider cette hypothèse. Alors après, on peut discuter de la pertinence du modèle ou de ce modèle de consommation ou de la qualité des produits, mais quand on est commerçant, c'est le sexe des anges, on s'en fout, on est là pour faire du commerce, quoi. Et on a une boîte à faire tourner, on a une mission sociale vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs. Et je rappelle aussi que chez Leclerc, en plus, nos collaborateurs sont intéressés au business que fait le magasin et regardent de près, eux aussi, la rentabilité de leurs rayons ou de leur drive ou de leurs outils. Et Noël parlait tout à l'heure d'un concept effectivement de fragmentation des clients qui se différencient entre effectivement leur pouvoir d'achat très souvent on a le sentiment qu'il y a une forme ces dernières années peut-être d'éclatement de la classe moyenne avec des personnes qui ont effectivement une capacité d'achat qui est élevée, d'autres qui ont au contraire une capacité d'achat beaucoup plus faible, qui vont davantage chercher cet argument prix. Du coup ma question elle s'adresse peut-être à toi Marianne. Je pense que le supermarché, l'hypermarché, il a été un peu conçu pour s'adresser à tout le monde. Est-ce qu'il est encore possible de s'adresser à tout le monde ? Ou est-ce qu'il faut faire des choix finalement sur certaines CSP, CSP+, au contraire CSP- avec un argument prix, sur certains critères démographiques. Quelles sont les possibilités finalement pour continuer à s'adresser à tout le monde en grande distribution ? Je ne pense pas qu'on consomme tous au même endroit et de la même façon. Donc c'est pour ça que aussi Carrefour a déployé un modèle qui est très multiformat par rapport à d'autres modèles, et donc qui va proposer de l'hypermarché jusqu'à l'extrêmement proximité, sur du commerce aussi à distance type e-commerce, sur du drive, parce que de toute façon, on a tous des modes de consommation différents. Donc si on parle uniquement du modèle de l'hypermarché a été construit sur un modèle d'accessibilité tous sous le même toit, et qui demande forcément une accessibilité prix forte. Donc là, on va plutôt travailler comme Leclerc sur notre accessibilité prix, sur notre offre promotionnelle qui va nous permettre d'aller rechercher le public le plus large et d'aller du coup répondre à tous les besoins. Tous les besoins aussi grâce à la marque de distributeur dont a parlé Noël, qui permet aussi de répondre à cette demande d'accessibilité. Aujourd'hui, les clients fragmentent leur achat entre les différents types d'enseignes. On ne va pas acheter chez Action ce qu'on va acheter chez Leclerc ou chez Carrefour. On va d'abord aller acheter chez Action potentiellement plus de la droguerie, du papier toilette, de la consommation de première nécessité sur lequel on ne va pas forcément mettre des éléments plaisir. Et donc des enseignes comme la nôtre, comme Carrefour, va aller chercher grâce à sa MDD, grâce à ses offres promotionnelles, de quoi répondre à ces besoins-là, tout en permettant d'aller chercher des offres plaisir que ne proposeront pas forcément d'autres acteurs. Et ensuite, à travers d'autres formats, on va toucher d'autres types de populations. Carrefour a des enseignes bio, on a développé l'enseigne Potager City, qui, elle, va chercher des clients qui vont chercher de la qualité avec un prix qui va être plus élevé. D'accord. Et on pourra faire le lien avec le bio, effectivement. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, ça me fait penser à la notion de produit d'appel dont on a pu parler avec certains d'entre vous. Je pense par exemple à Lidl avec ses produits Silvercrest qui font venir en magasin des populations qui ensuite sont amenées à acheter le reste des produits également chez Lidl. Est-ce que c'est un élément, que ce soit chez Leclerc ou chez Carrefour également, où vous essayez de miser beaucoup sur des produits qui permettent de faire venir les gens, peut-être des promotions? Qu'est-ce qui permet en fait de capter autant que possible une population qui, comme tu l'as dit, se fragmente un peu sur des enseignes différentes? Moi, ce que j'entendais et qui est intéressant, c'est qu'on s'est éloigné du terrain du prix. Et on se met à parler du format, du moment d'achat ou de la catégorie de population en se disant, tiens, c'est l'opportunité d'aller faire du prix. Chez Leclerc, chez Action, chez Lidl, pour le coup, je suis confraternel, il y a un prix. Que le magasin soit en bas de chez moi, que le magasin soit sur la Côte d'Azur, que le magasin soit dans le Nord ou en bas d'une tour, il y a un seul prix.
Et ça, c'est un élément important, je pense, pour créer de l'attractivité et de la confiance, au-delà d'une forme de cynisme qu'on a pu avoir. Casino a été un turiféraire de la stratégie. C'est compliqué en se disant je vais faire du prix en drive, entre guillemets, ça ne me coûte rien parce que je ne développe pas beaucoup. Et à contrario, je vais essayer de nourrir une image prix comme ça et assassiner mes clients s'ils viennent en proxy. On pense que ce sont ces stratégies-là qui sont dangereuses. Je pense qu'on peut faire le lien, justement, tu parlais du bio, Marianne, alors avec justement la proposition de La Fourche, puisque c'est intéressant, j'ai l'impression que tu as un peu opposé justement le bio avec le prix. Alors j'ai l'impression que La Fourche, vous essayez justement de réconcilier le bio avec le prix. J'ai le sentiment que tu disais que les produits de meilleure qualité ou plus bio, justement, chez Carrefour, on a la première marque bio là, qui est accessible en prix, et on a tout le travail avec Forfood en hypermarché avec du bio accessible. Je dis juste qu'on a après que les clients ne consomment pas tous de la même façon, au même endroit. Ça marche. En tout cas, ça pourrait s'entendre parce qu'effectivement. Et les magasins Leclerc n'ont pas tous le même prix au même endroit. C'est vrai. Donc, en termes d'indice. Non, mais après, en termes d'indice, en ce moment, et d'ailleurs, c'est un exemple qui sera demain enseigné dans toutes les écoles de commerce sur ce qui s'est passé sur cette année 2022 et qui a été absolument passionnante, et sur lequel Carrefour a forcément des enseignements à prendre. Aujourd'hui, Carrefour a réinvesti en prix comme jamais elle n'a fait dans toute son histoire, de façon, parce que vous avez été particulièrement sympathique avec nous autres en disant que vous vous positionnez par rapport au plus bas. C'est faux. Vous avez mis des écarts prix gigantesques sur les dernières années et que nous sommes en train de rattraper. Donc il y a eu clairement une stratégie qui a été très forte sur l'année 2022 et aujourd'hui que nous sommes en train de rattraper extrêmement fortement et qui nous permet aujourd'hui de retrouver les volumes que nous avions commencé à perdre. Et on a le sujet de l'accessibilité du meilleur au meilleur prix. Carrefour insiste extrêmement fortement sur une marque distributeur qui va aller chercher beaucoup plus de qualité, avec des produits controversés qui ont été retirés de l'intégralité de nos marques, sans produits controversés que l'on ne retrouve pas sur d'autres marques distributeurs ou sur d'autres MN, qui nous permet, marques nationales, qui nous permet d'avoir une qualité que d'autres ne proposent pas à un prix clairement accessible et compétitif. Quant à notre marque bio, elle est clairement... Je t'interromps, Marianne, je pense qu'on aura effectivement le temps de revenir sur ce débat, parce que je trouve ça très intéressant que vous vous positionnez justement tous les deux sur ce critère prix. C'était peut-être pas forcément une évidence il y a quelques années. Maintenant, j'ai l'impression effectivement, comme le disait Noël, que c'est un argument qui est absolument indispensable. Alors du coup, ma question pour toi, Boris, comment on fait pour réussir à garantir quand même le bio au meilleur prix? Quels sont les secrets? Alors effectivement, nous, notre engagement, on essaie d'être le moins cher parmi les enseignes spécialisées. Dans les enseignes spécialisées, vous avez Naturalia, Feu Naturalia, Biocop, ce genre d'enseigne. La raison première pour le positionnement prix qu'on peut avoir, c'est le concept même de La Fourche, à savoir, il y a un droit d'entrée. Tout le monde ne peut pas acheter sur La Fourche. Ça fonctionne un peu comme Métro ou comme Costco. Vous payez un abonnement, et une fois que vous avez payé cet abonnement annuel, vous avez accès au catalogue toute l'année, vous pouvez faire vos courses quand vous voulez, et par contre, ça vous donne l'accès au catalogue à des prix réduits par rapport à un commerce classique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et Noël en a parlé, nous, on a un positionnement qui est assez, depuis le début, assez axé sur on pousse pas mal la MDD. On disait que un peu plus de 35% en France. Nous, à l'heure actuelle, à La Fourche, c'est 50%. Et on vise 65% du catalogue, 65% du CA, d'ici 2026. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pousse très fortement et qui permet de redonner du pouvoir d'achat à nos adhérents. Et le troisième aspect, c'est d'être assez à l'écoute du marché sur les tendances. Il y a eu toute une très forte poussée du quick commerce il y a quelques années, qui s'est globalement cassé la gueule, parce que c'était intenable en termes logistiques et en termes de prix. Nous, on a pris un peu le parti inverse. On contraint un peu plus notre adhérent. On ne peut pas se faire livrer en 24 heures à La Fourche. Donc du coup, on dégrade un tout petit peu la qualité de service. Mais en fait, le trade-off, il est accepté par nos adhérents. On se fait plutôt livrer en 2 ou 3 jours. Mais l'adhérent, globalement, les gens sont tellement à la recherche à l'heure actuelle d'un positionnement prix très intéressant que dégrader un peu la qualité de service au prix d'une confiance très très forte sur les prix les plus bas, ça fonctionne bien.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse pas mal aussi, qu'on essaye de mettre en avant, et ça redonne de la confiance sur le positionnement prix de notre enseigne. Ça marche. Alors, dans un contexte où j'ai l'impression quand même que le bio fait pas les grands titres pour son dynamisme, j'ai l'impression que tu arrives à faire un peu mentir les chiffres. Est-ce que justement tu t'adresses à une population qui du coup n'est peut-être pas représentative de la population française, ou au contraire, est-ce qu'elle l'est? Alors, on est plutôt assez, enfin, on est même, la majorité de nos adhérents sont plutôt des gens qui sont peu fortunés. On est plutôt dans le deuxième tiers, voire le troisième tiers dont parlait Noël. On a une grosse population étudiante, on a pas mal de populations, de personnes diplômées mais peu fortunées, une population d'instit, d'infirmières, etc. Donc on ne s'adresse pas tellement à des beaux Parisiens. Paris n'est pas notre région très poussée. Le bio va pas très bien, enfin il va un peu mieux maintenant depuis quelques mois, mais on sort de 2 ans qui ont été très compliqués. Nous, j'avoue, on a eu plutôt une croissance qui a été très soutenue sur les 2 ou 3 dernières années. Encore une fois, un peu sur le principe d'un Leclerc par exemple, on essaye d'être toujours les moins chers du marché. Et à partir du moment où vous arrivez à tenir cette promesse-là, les gens continuent à venir chez vous. Donc on a pas mal de gens qui avant se fournissaient chez Biocop par exemple, et à la recherche du prix et d'une marque à un prix moins cher, passaient chez nous. Ok, ils perdaient un peu en qualité de service, en tout cas en praticité, parce que ils n'achetaient pas en bas de chez eux, il fallait qu'ils attendent 2 jours pour se faire livrer. Mais en tout cas, ils avaient un positionnement prix qui était maintenu, et c'est ça, je pense, qui a permis de maintenir la croissance forte à la fourche. Ça marche. Alors je propose justement qu'on étudie un peu le cas aussi Kitok, puisque je trouve que justement tu as un positionnement peut-être un peu différent, où j'ai l'impression que tu assumes peut-être davantage, que vous assumez davantage chez Kitok un positionnement plutôt orienté vers des CSP+, des populations urbaines, parce que vous misez tout, j'ai l'impression en tout cas, sur la qualité, sur l'expérience également, l'expérience du fait maison, du fait qu'on cuisine ensemble, qu'on se réunit ensemble. Alors, quels sont justement les choix stratégiques de Kitok? Pourquoi vous avez fait ce pari-là finalement de choisir votre clientèle et de vous y restreindre un peu davantage? Oui, alors plusieurs choses. Déjà, Kitok, on a pris quand même un nouvel angle sur le mode de consommation avec le prisme de la recette en fait. Donc on vient un peu bouleverser l'habitude du panier de courses et de la liste comme ça un peu fond de placard. Avec ce nouveau prisme, ce changement de paradigme, on vient en fait planifier sa semaine avec ses repas. Donc je choisis des recettes, je choisis des menus, des plats qui après vont constituer un panier que je vais cuisiner. Et en fait, en ce sens-là, on se rend compte avec nos clients, et ils nous le témoignent souvent, qu'en fait ils ont une meilleure maîtrise de leur budget, puisqu'en fait ils sélectionnent leurs plats. C'est un budget qui est compris dans leur abonnement, ils s'abonnent pour un nombre de personnes dans leur foyer avec un nombre de recettes dans la semaine. Et c'est fixe, c'est figé, c'est maîtrisé, ça ne bouge pas. Et ils choisissent leur menu dans les 40 recettes qui changent toutes les semaines sur leur application. Et donc en fait, ça apporte quand même une forme de maîtrise et presque de maîtrise de la surconsommation dans les modèles, où en fait, si ils ne se font pas tenter par les rayons de venir remplir un peu le caddie comme ça pour y finir gâcher et avoir de la perte dans le frigo qui passe à la poubelle. Donc on a en effet un prisme peut-être orienté un peu plus premium parce qu'il y a une couche de service, etc. Mais on a aussi quand même un positionnement qui peut être sur le prix par le biais de cette maîtrise-là de son panier et de ses habitudes de conso. Et après, c'est sûr que sur le positionnement de prix, on va plus parler de rapport qualité-prix avec une promesse. Nous, notre raison d'être, c'est faire de la cuisine l'ingrédient d'une vie plus belle, plus saine et plus durable. On a en effet aussi une politique clean label où on a écarté un bon nombre d'ingrédients controversés, huile de palme, tout ce qui va être aussi conservateur controversé, etc. On a une part de bio qui est quand même près de 20% des ingrédients. Et on a un juste milieu. On n'est pas 100% bio parce que, en tout cas, nous, dans notre modèle, ça tirerait, on va dire, un peu trop le panier moyen pour nos clients. Mais on a construit une promesse en fait qui nous paraît être le juste équilibre du bien manger et de se faire plaisir quand même en remettant la cuisine au cœur du foyer avec aussi des produits bruts, plus sains, moins transformés et avec on va dire quand même cette promesse de supprimer la corvée des courses, de répondre à la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à manger ce soir, donc un modèle très inspirationnel, et puis des ingrédients quand même de qualité, où on se positionne avec une casquette quand même de dénicheur
et de gardien d'une qualité et d'un bien manger au quotidien. Ok. Mais ceci étant dit, on voit aussi par exemple que sur le site de Kitok, vous ouvrez une épicerie, donc il y a des produits complémentaires qu'on peut avoir en plus des recettes. Et ça, on le voit en fait chez beaucoup d'acteurs. Chez La Fourche, vous avez ouvert le produit frais récemment. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une convergence finalement d'acteurs qui partent d'une proposition de valeur peut-être plus spécifique et puis qui finalement s'ouvrent un peu davantage et essayent de devenir le one-stop shop de leurs clients. Est-ce que ça, c'est une stratégie assumée? Est-ce que vous voulez aller plus loin là-dessus? Ou au contraire, est-ce que potentiellement ça donc sera évolué? le marché Kitok, on l'a créé en 2019. Aujourd'hui, ça représente environ 10% du chiffre d'affaires. Donc, nous, c'est un réel upsell. Ça a été au démarrage vraiment des offres packagées pour adresser des moments de consommation. Donc, l'idée, c'est d'aller étendre en effet la part d'estomac qu'on prenait chez nos clients avec un panier de fruits et légumes, un pack apéro, brunch, plateau de fromage. Et puis, on a environ 200 références sur le marché avec des produits de qualité plutôt direct producteur, ça va être un saumon fumé de Quiberon, une petite viande. Et voilà, on essaye plutôt d'être quand même aussi dans des moments de plaisir, avec des bons produits plutôt épicuriens et à bon rapport qualité-prix. Et toi, Boris, c'est aussi une volonté justement avec l'ouverture du produit frais d'aller vers donc un catalogue qui est toujours plus large pour essayer de séduire davantage de personnes. Est-ce que c'est ça l'objectif? On essaye effectivement de couvrir des unités de besoin qui sont assez critiques. Et au départ, La Fourche, ça s'est monté effectivement que sur de l'épicerie sèche. Assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait faire des fruits et légumes et du produit 0,4 degrés. On essaye quand même de limiter le catalogue, à la fois pour des raisons de complexité logistique et aussi pour des raisons de prix, parce qu'à un moment, si vous avez 20 000 refs, mathématiquement, vous faites moins de volume sur ces refs-là à l'unité, et donc vous perdez en compétitivité prix. Et puis on essaye aussi on est encore une jeune boîte, on essaye d'être très précautionneux sur nos coûts. J'aime beaucoup l'expression tout ce qui coûte nous dégoûte. Je vais la ressortir en interne. Et en fait, on peut pas être focus sur tout. Donc aujourd'hui, on fait du frais, on fait du 0,4 degrés. On sait qu'a priori, à la fois pour des raisons de compétitivité et de stratégie, on ne fera pas de surgelé, aussi pour des raisons écologiques. On n'a pas nécessairement envie demain de vendre des outils de jardin, des ustensiles de cuisine, des matelas, que sais-je. On essaie vraiment d'être très centré et de se focaliser uniquement sur la bonne consommation, mais aussi uniquement la nourriture, quoi. C'est plutôt là-dessus qu'on se positionne. Encore une fois, pour maintenir notre énergie, notre compétitivité prix par rapport à nos concurrents. Ça marche. On en a parlé aussi un peu tout à l'heure avec le sujet de l'expérience chez Kitok, mais avec l'expérience, il y a aussi le sujet du niveau de service, qui est aussi une demande très forte des clients. Et je voudrais revenir vers toi, Thomas, et parler justement de ce que vous proposez pour que vos clients aient toujours plus de services lorsqu'ils s'adressent à Leclerc. Et justement, tu as beaucoup suivi ces expérimentations chez Leclerc qui sont devenues réussies, que sont donc le drive, puis le drive piéton. Pour commencer à s'initier à ce sujet de la livraison à domicile qui a toutes ses complexités, en particulier au niveau du coût, le modèle Drive a l'air de quand même plutôt bien se démarquer, et Noël le disait, dans le e-commerce alimentaire, en fait, c'est le Drive qui écrase l'essentiel du chiffre. Donc quel a été quel est en quelque sorte ton retour, ta vision suite à l'ensemble de ces expérimentations qui maintenant sont devenues réussies? Par quoi vous êtes passé et quels sont les enjeux principaux pour demain? Vaste débat. Chez Leclerc, on a été pragmatique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait, moi je suis dans une métropole qui est assez dense, la métropole de Lille, et il fallait trouver de la place pour faire des drives à une époque bénie, jusqu'à il y a une dizaine d'années, où on pouvait ouvrir des drives sans autorisation. Et c'est là où les Leclerc sont plus agiles que des groupes intégrés pour se dire, bon les gars, c'est maintenant, il faut y aller. Donc j'ai repris un entrepôt qui fait 6000 m², que j'exploite donc depuis 12 ans. J'ai mis 10 000 rêves d'ambiance, 2000 de frais, aujourd'hui 600 ou 700 de surgelés et 300 de fruits et légumes, pour délivrer des commandes sur mon parking d'hypermarché où je ramène les commandes dans un drive qui est un peu plus loin, à Villeneuve d'Ascq, et sur place. En gros, dans un délai de 2 heures, on peut livrer tout ça. Et avant le Covid, on faisait 20 millions d'euros, et après on en faisait 40.
Donc aujourd'hui, modeste indépendance sur le e-commerce, on est capable de développer ce niveau de business-là. Est-ce que la clientèle sur le drive est la même que la clientèle qui vient en magasin? On était hier Alors, en magasin Leclerc et on nous disait qu'il y avait finalement eu un overlap assez ça important. n'a rien à voir. En fait, j'ai la chance d'avoir ouvert le premier drive piéton qui s'appuie sur le même entrepôt. Donc c'était encore une fois du pragmatisme aussi. Mes clients d'Hyper, ils ont 55-60 ans. Ça pourrait être assimilé à des tamalous. Je passe les 50 ans bientôt, donc je fais gaffe à ce que je dis. J'en recrute peu. Et j'ai un NPS qui tourne à 20, 30, et une demande de service de plus en plus grande. Quand je veux être désagréable, je parle de l'épadisation rampante des hyper, où on va bientôt porter les clients jusque dans les rayons. Enfin, c'est super, mais à un moment, c'est quand même la marque d'un modèle qui, effectivement, ne recrute plus, ou en tout cas moins de clients. On recrute beaucoup de clients, et les nouveaux clients qu'on recrute, les nouveaux foyers qui arrivent sur le marché, ils vont au drive. Et ils fréquentent aussi d'autres enseignes, d'autres circuits. C'est des gens un petit peu plus agiles. C'est aussi la clientèle de grands frais. Et ces gens nous disent tous, c'est super, le drive, c'est génial. Le NPS est meilleur qu'en magasin. Donc la satisfaction, pour ceux qui disent, la satisfaction des clients. La satisfaction client est meilleure. Ça me coûte moins cher d'opérer le service en drive et de vous mettre les courses dans le coffre que de vous faire déambuler dans le magasin. Je suis pragmatique, hein, encore une fois, moi je suis commerçant. Si demain je veux garantir ma performance prix, j'ai intérêt à développer ce truc. Et ils disent tous qu'ils viennent de moins en moins en magasin, et chez Leclerc on en est là déjà, ce qui est déjà un grand pas. Et depuis 2017 et l'ouverture du premier piéton, il y en a 120 chez Leclerc maintenant, à Aurillac, à Reims, à Bordeaux, et donc à Lille, j'en ai 7 aujourd'hui. Et là, on rencontre des clients beaucoup plus jeunes. À Lille, en tout cas, les clients ont 30 ans. Et en gros, ce que j'adore, les mecs nous disent, mais moi, dans un magasin, mais jamais. C'est pas mon mode de consommation. J'ai pas le temps, c'est nul. Et j'ai plein d'opportunités sur le marché. Alors, c'est un peu la cible du quick commerce, mais en même temps, c'est une cible qui n'est pas stupide. Et elle ne vient pas dans les hyper, pas parce qu'elle n'aime pas Leclerc ou parce qu'elle n'aime pas Auchan. Elle aime beaucoup Leclerc, elle sait qu'on est les moins chers, et elle sait que dans la proxy en ville, elle paye beaucoup plus cher que si elle est en hyper. Mais de toute façon, elle n'a plus de bagnole, elle n'a pas vraiment le choix. Donc quand on lui propose le service, et encore une fois, le prix Leclerc, il n'y a qu'un prix, eh ben, c'est le succès qu'on rencontre. Et on fait 3 fois plus de chiffre d'affaires au mètre carré que dans un hyper. Mais c'est intéressant parce que ce que tu décris là, c'est quasiment la fin du modèle hyper. Ça fait quand même se poser des questions pour l'avenir, notamment pour Carrefour et pour Leclerc, pour les deux enseignes qui sont portées par l'hyper. Moi, privilège de l'âge, je vois mes enfants grandir. Moi, quand j'allais dans l'hyper de mes parents, il y a 30 ans, il y avait quand même une forme de fascination pour ce truc. Aujourd'hui, mes enfants, il faut que je les traîne pour qu'ils viennent à l'hyper, ça ne les intéresse pas. Et quand on va en ville ou autre, enfin, le rendez-vous au centre commercial, c'est plus un truc qui fonctionne. Il suffit de toute façon de voir le succès de tout ça. Il y a encore des lieux de vie qui marchent, parce que c'est aussi des centres qui se sont montés sur des lieux de vie. Mais s'il n'y avait qu'une vocation d'hypermarché et de centre commercial, aujourd'hui, il faut réfléchir à ça. Et est-ce que vous cherchez dans ce cas-là à convertir justement les magasins aussi en lieu de vie avec des propositions de valeur complémentaires, cette fois-ci en physique, à créer de l'expérience sur les sites des hypermarchés ou des supermarchés? Alors moi, toujours en pragmatique indépendant, aujourd'hui j'ai une maison de santé sur mon parking qui vous propose une pharmacie, un cabinet médical, un cabinet de radiologie, parce que finalement c'est un peu ce qu'attendent les clients, et c'est ce qu'ils retrouvent, et en plus il y a un grand parking, enfin, rendons-nous compte Et les aujourd'hui... pattes bientôt. Non, mais j'aime pas trop, mais se dire par contre, la ville du quart d'heure, où je me retrouve à proximité d'un magasin, et je fais quelques kilomètres en plus à la campagne, et j'ai accès à une palette de services. Et demain, aujourd'hui, il y a des adhérents, par exemple, qui ont développé aussi des réseaux de cinéma de proximité. Parce que le méga mall, personne n'a envie réellement d'aller dans ce truc. Si vous avez une proposition alternative, là, on peut retrouver aussi d'autres choses. Et puis là aussi, on peut toujours réinterpréter notre offre Leclerc là-dessus. Par exemple, les produits locaux, qui sont aussi une catégorie stratégique qu'on essaie de mettre en avant, ça cartonne en drive. Mes clients de centre-ville achètent des yaourts de Templeuve en centre-ville. Ce qui est assez surprenant, parce que si on n'avait pas fait ça, je ne pense pas qu'on aurait pu trouver facilement le même débouché. Donc c'est aussi plein de pistes qu'on peut explorer. Et chez Carrefour aussi, est-ce que, parce que je pense que votre chiffre d'affaires, il est peut-être effectivement pas trop drivé, en tout cas la croissance n'est pas trop drivée par les hyper. Par contre, on voit fleurir beaucoup de surfaces aussi en centre-ville, avec des propositions par exemple de snacking, donc aussi voilà, de consommation un peu différente. Hein. C'est pas forcément les courses de la semaine, c'est peut-être plus les courses du midi. Est-ce que vous voyez des évolutions du consommateur comme celles que Thomas observe? Même chose que ce que Thomas nous dit, hein, c'est-à-dire que
On a du retour. Pardon. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire que l'attractivité de l'hyper d'il y a quelques années, comme vous en parlez très bien, elle existe de moins en moins. Et donc forcément, on voit les mêmes évolutions au niveau de nos consommateurs. Et clairement, les clients aujourd'hui, ils recherchent plus de proximité, plus de facilité, plus de e-commerce, plus de livraison à domicile également. Donc forcément, on constate les mêmes évolutions. Et on a, nous, un parc qui va être, enfin en tout cas un réseau de magasins, qui est aussi fortement guidé par le développement de la proximité. Nos supermarchés aussi, puisqu'en fait on a des hypermarchés, des supermarchés de la proximité, les supermarchés qui fonctionnent quand même bien, et le e-commerce qui de toute façon dans toutes les tendances de marché est un des éléments qui porte le plus en ce moment. Et est-ce qu'on peut aussi bien passer à l'échelle, c'est-à-dire réussir à avoir des économies d'échelle quand on travaille comme ça avec autant de petits magasins par rapport à quand on travaille avec quelques hyper? C'est des modèles économiques qui sont extrêmement différents et c'est, je pense, ce qui est intéressant dans nos modèles. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, on dit il y a des prix qui sont différenciés, vous parliez de cynisme. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de cynisme. La réalité des faits, oui. La réalité des faits, c'est que livrer des magasins proxy en ultra-centre-ville, ce n'est pas du tout le même prix que de livrer des hyper. Vous parliez très justement de la focalisation sur certaines références. La massification des références en hyper fait que forcément la logistique, puisqu'on est aussi dans un milieu où on parle de logistique, est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher que d'aller livrer les quelques snackings ou les quelques références d'un monde de proxy. Donc on a des modèles économiques qui sont très différents. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas tous leur rentabilité à aller chercher de différentes façons. Et ils sont porteurs sur aussi des typologies de clientèle différentes entre ceux qui vont malgré tout chercher encore du tout sous le même toit à l'hyper ou, comme vous le dites, des services annexes dans une galerie ou dans une zone d'activité, ou ceux qui vont dans de l'ultra-proxy pour acheter du snacking ou pour acheter tout simplement les courses du quotidien parce qu'on habite à côté. Et pour Kitok et La Fourche, qui sont des acteurs effectivement plus petits en termes de part de marché, est-ce que vous le sentez aussi cet effet il y a quand même deux modèles qui ont l'air de s'opposer, enfin pas de s'opposer, mais en tout cas de se compléter. Est-ce que vous le ressentez, cet effet de taille critique? Est-ce qu'il y a une taille critique nécessaire pour être rentable? Et elle est où cette taille critique? On la cherche. En tout cas, selon le modèle, il y a une taille critique, ça c'est sûr. Non, chez nous, je pense que effectivement, tu parlais tout à l'heure de notre ambition sur 2025. On va dire qu'autour de 100 millions d'euros, on devrait arriver à cette fameuse taille critique. Après, c'est aussi arriver à remplir l'entrepôt, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. C'est pour ça qu'on a mécanisé d'ailleurs pour pouvoir pousser absorber la croissance et pousser ça. Mais non, je pense qu'on est autour de ces chiffres-là. Ouais. Et toi, Clément, tu disais l'an prochain on est rentable. Alors, c'est quoi la recette miracle justement pour réussir au niveau des opérations à être efficace avec 50 millions de chiffre d'affaires? C'est sûr qu'il y a une part de volume et puis après c'est de la performance. Il y a le modèle aussi, pour parler logistique, tu évoquais un peu le slow commerce presque, ou en tout cas l'antithèse du quick. Nous, on est aussi un petit peu dans cette approche-là, puisqu'on a 6 jours entre le lock de la commande client et sa livraison. 6 jours. Donc 6 jours, à la première commande, ça peut faire un peu, quand on est sur le site, waouh, je me fais livrer la semaine prochaine. Et en fait, comme on est sur un modèle d'abonnement où on a toutes les semaines son panier, en fait, la douleur, elle passe très vite et puis on a cette récurrence d'achat. Et derrière, en fait, c'est un modèle qui est vertueux puisque nous, en fait, on passe 95% de nos commandes d'approvisionnement sur des besoins fermes clients. Donc, on atterrit sur nos stocks à 0 ou un écart de PCB à la fin de semaine. On a un taux de démarre qui est ridicule. Et du coup, en contraignant un tout petit peu la promesse, mais sans freiner l'ambition d'une qualité de service, on arrive en effet à avoir un taux de démarque et une performance logistique qui, à la fois, grâce au modèle d'abonnement, nous permet de donner des prévisions à nos fournisseurs fiables à plus ou moins 10% 3 semaines avant la commande, donc d'être efficient, on va dire, sur la dimension production, efficient sur la dimension distribution logistique, puisque on peut venir massifier nos chiffres de préparation de commande, on peut bien se préparer comme ça, et puis aussi efficient sur la partie aussi client, où même on propose les justes quantités, donc on a une performance logistique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi.
Peut-être juste, si je peux me permettre quand même, parce que on avait le sentiment qu'il y avait une opposition de rentabilité entre des grands et des petits. On voit que Casino nous a montré que le sujet de la taille n'est pas forcément, mais on est quand même globalement tous les quatre dans une activité qui est une activité d'accessibilité au plus grand nombre, de qualité de produits pour que on puisse acheter ces produits-là. On voit que la crise inflationniste a fortement frappé les populations et les citoyens aujourd'hui. Donc de toute façon, on est sur des activités de centimiers. Et donc la qualité et la rentabilité de nos activités à tous, elle vient dans notre capacité à optimiser nos coûts, à être systématiquement dans le juste prix, le juste coût et notre excellence opérationnelle au quotidien. Et est-ce que pour échapper un peu à ça, d'une certaine manière, et c'est la dernière question que je voudrais poser avant de laisser la possibilité à l'assistance de poser les questions, parce que je pense qu'en plus on commence à avoir la concurrence du président de la République sur les gens qui sont à distance éventuellement. Donc une dernière question que je voulais poser en lien avec ce que tu dis là, c'est est-ce qu'on peut échapper à ça avec un attachement à l'image de marque? Parce que j'ai l'impression que certaines anciennes réussissent assez bien à faire ça, et je pense que Kitok, vous arrivez assez bien à essayer de créer un attachement chez vos clients qui est potentiellement un peu irrationnel aussi, mais qui fait que vos clients ont envie de revenir, ont envie d'être dans la récurrence. Est-ce que, ma question s'adresse à vous tous, est-ce que vous arrivez à sentir cet effet-là? Est-ce que c'est une perspective réaliste ou est-ce qu'en fait le consommateur est trop volatile et si les prix changent, en réalité, tout attachement à la marque qu'il y a, il sera quand même amené à se déplacer? Alors notre modèle d'abonnement, nous forcément, il fait que on travaille une récurrence, on s'insère dans le quotidien et on s'insère dans le foyer. On est là toutes les semaines sur la table, il y a nos fiches recettes, on crée un moment en fait, c'est vrai qu'on vend une expérience, on crée un vrai moment de partage, de convivialité dans le foyer, où on va cuisiner avec ses enfants, etc. Il y a la fiche recette qui incarne ce moment, qui va rester sur la table, il y a ce moment aussi de choix, où on est sur le site internet ou sur son app avec sa famille à dire tiens tu veux quoi la semaine prochaine, etc. Donc c'est sûr qu'on a un fort attachement à la marque et ça se travaille par ce travail sur l'expérience, sur les couches de service, sur ce côté aussi inspirationnel et cette casquette de dénicheur aussi de bons produits. On fait découvrir des produits, on fait cuisiner des ingrédients que en fait on n'aurait pas eu le réflexe de mettre dans notre caddie et c'est aussi une des valeurs de Kitok, quoi. Ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre? Moi, c'est très intéressant. En plus, puis c'est toujours des partages sympas. La conviction qu'on acquiert et qu'on entend de plus en plus aujourd'hui de la part de tout un tas de marques et d'acteurs, le dernier témoignage que j'ai entendu en ce sens-là, c'était Yves Rocher, qui dit en gros, les gars, on s'est trompé, quoi. Le prix, l'excellence opérationnelle, et après, faites du durable, faites du marketing. Mais s'il n'y a pas les deux premiers ingrédients, le dernier ne sauvera pas les deux premiers. Je pense que, en tout cas par rapport à ce qui est demandé sur la marque, je ne suis pas sûre que la marque en elle-même, juste le nom, soit ce qui permet de garder, en tout cas dans nos business et nos activités, les clients. Par contre, il y a tout un sujet, et Leclerc comme Carrefour travaille beaucoup là-dessus, c'est tous les programmes de fidélité qui contribuent à créer des communautés de clients avec des avantages et qui nous permettent de maintenir et de fidéliser nos clients. Par contre, ce qui est évident, c'est que la fidélité de nos clients est un élément clé pour nous demain. Ouais. Et pour ça, bien sûr, le modèle par abonnement que vous avez tous les deux est effectivement un avantage. Ça fonctionne énormément, effectivement. Nous, c'est aussi pour ça qu'on pousse. Alors, il y a l'abonnement qui fonctionne très bien. On passe beaucoup de temps à faire de la R&D pour que notre MDD, qui fonctionne très bien, apporte vraiment beaucoup de plaisir à nos adhérents. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas, mais alors, dans notre cas précis, la fourche, l'excellence opérationnelle et le prix, c'est important. La partie alors, marketing, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, valeur joue énormément pour la fourche, mais je pense que c'est particulier à notre cible. Comme nous, notre cible, c'est des gens qui sont déjà quand même un peu plus engagés, on va dire, que la moyenne, parce qu'ils vont sensibles au bio, déjà pas mal accoutumés à ça. On est quand même obligé de faire extrêmement attention à ça. On pousse pas mal de choses, que ce soit sur la manière dont on prépare nos commandes. Il n'y a pas de plastique de protection dans nos commandes. On pousse pas mal de valeurs. Depuis quelques semaines, la fourche est gratuite pour tous les étudiants. Donc on essaie de pousser ce genre de choses, ce genre de programme. Et ça permet aussi de fidéliser beaucoup nos adhérents. Encore une fois, le caveat, nous on s'adresse à une population qui est généralement un peu plus sensible à ce genre de problématiques. Et donc si on le faisait pas, pour le coup, c'est comme ça qu'on les perdrait. On est obligé de le faire. Les modalités d'abonnement marchent très bien à l'étranger et Sam's Club aux États-Unis ou dans d'autres pays fonctionne particulièrement bien. Mais chez nous, ça ne marche pas encore. Costco, c'est un peu particulier. Oui.
Ça marche. Bah écoutez, merci à tous. Je vous propose qu'on passe aux questions de l'assistance, puisque j'imagine que certaines personnes ici veulent aller un petit peu plus loin sur certains sujets. C'est un sujet qui est très vaste, donc on n'a évidemment pas pu tout aborder, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un moment de cocktail ensuite où vous pourrez évidemment poser toutes vos questions si vous le souhaitez. Mais peut-être si quelques personnes ont des questions qu'ils souhaitent adresser à nos 4 intervenants, allez-y, n'hésitez pas. Et on a aussi les questions, bien sûr, dans le live. Les personnes peuvent également poser des questions. Donc Fanny, qui est quelque part, pourra relayer leurs questions. Ça marche. Allez-y, monsieur. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro nécessaire pour les questions. Bien sûr, il n'y aura pas besoin. Donc, bonsoir. Moi, j'avais une question notamment pour Thomas Couchet. On a parlé de différents formats de distribution. Vous avez abordé le sujet du drive piéton. Et en fait, moi, la question que je me posais, c'est pourquoi Leclerc réussit sur ce format-là, en gros, on va dire, par rapport à d'autres concurrents qui s'y sont cassés le nez ou qui ont rétro-pédalé justement sur ce format citadin piéton. Je comprends. Quelle est la différence et quel est l'avantage concurrentiel? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Les seuls qui ont tenté l'aventure étaient plutôt des concurrents intégrés. Et sur le drive, Leclerc est le seul à avoir investi dans des outils de production de commandes, des outils de préparation, au contraire par exemple de nos confrères d'Intermarché qui, eux, préparent les commandes en picking magasin pour la plupart, alors qu'aujourd'hui, chez Leclerc, 80% des volumes sont préparés dans des entrepôts dédiés. Ça a fait quoi? Mes voisins d'Auchan, par exemple, qui ont vu aussi le truc démarrer, c'est très drôle parce que dans les contacts qu'on a pu avoir, les gens m'ont dit « mais ça fait des années qu'on a eu l'idée, tu vas quand même pas nous la faire à l'envers, donc on va en déployer plein ». Et ils en ont eu jusqu'à 13 ou 14 à Lille, qui dépendaient d'hypermarchés. Et au lieu de faire, moi je vais au siège vendre cette idée chez Leclerc, on me dit « t'es gentil Thomas, tu fais ça au même prix que l'hyper ». Ça ne m'arrange pas en exploitation. On pourra y revenir aussi sur la rentabilité intrinsèque du truc. Eux, ils se sont dit, attends, tu vas regarder le prix du Carrefour Contact ou du Casino Proxy d'à côté, puis tu fais 5% de moins. Alors déjà, la promesse n'est plus tout à fait la même. Et puis en termes de commandes, on va pas laisser le marché monter. Donc en gros, à 13 ou 14 heures, si on veut commander dans un drive piéton, on vous livre demain. Moi, j'ai voulu appeler ça un drive piéton parce que jusqu'à 18 heures, vous pouvez commander et être livré le jour même. Donc je pense que c'est une question de niveau de service et d'ambition. Et moi, quand je vois que je peux livrer 1500 commandes sur une journée dans 7 points, je ne sais pas comment je livrerai 1500 clients individuels, et j'équilibre. Alors je ne gagne pas beaucoup de pognon avec ça, c'est le reproche qu'on me fait en interne. Enfin, comme je leur dis, j'en perds pas, les gars. Donc le but pour moi, c'est ça, et je recrute des clients que je ne recruterai pas au drive automobile, ils n'ont pas de bagnole, et qui, quand je leur parle d'hyper, me disent « mais c'est ringard ton truc, quoi. C'est pas ça du tout », et ils sont à la recherche d'autres modèles. Et je ne pense pas que ce soit des feignants comme le racontait le quick commerce, et c'est plutôt des militants, comme tu pouvais le dire aussi tout à l'heure, des gens qui sont un peu réveillés. Je vous dis, le succès des alliances locales, c'est pas moi qui le pousse, c'est eux qui vont sur le site et qui disent tiens, il y a une alliance locale, paf. Et ce sont mes producteurs locaux, comme quoi on est vraiment des pragmatiques, qui me disent disons Thomas, t'as vu les quantités qu'on passe à l'entrepôt en produits locaux? Je dis bah non. Bah, ton mec, il arrête pas de me commander des yaourts, il se passe quoi là? Bah, il se passe qu'on a ouvert un piéton et que quand je suis client urbain, j'achète ces yaourts-là, et le verbatim de mon client, c'est de me dire j'achète des yaourts locaux d'une ferme, que j'ai jamais visité, mais l'adresse est pas loin, moins cher que des yaourts de marque nationale en proxy. Donc je pense que c'est surtout une question de volonté et de stratégie. Si on fait une analyse de tout ça, on ne développe pas le drive non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les propres inventeurs du drive ne l'ont pas du tout développé comme ils devraient. Bon, je connais très bien mes voisins de ChronoDrive. Franchement, c'est mon benchmark en termes de niveau de service. Je ne comprends pas ce qu'ils foutent. On fait 10 fois plus de chiffre d'affaires qu'eux. Ils ont inventé le truc avant nous. On est allé copier chez eux. C'est fou quand même. Donc c'est la démultiplication d'expériences. Je vous dis, après, un de mes copains adhérents dans une grande ville, il nous a bluffé l'autre jour, parce qu'on a aussi ces échanges de bonnes pratiques, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Il a un hyper de 13 ou 14 000. Et en fait, lui, il ne parle pas de réduction de surface. Non, non, le fond du magasin, ça devient un entrepôt drive semi-automatique. Et en fait, le but du jeu, c'est que les clients se rendent compte de rien. Et je pense qu'ils se rendront compte de rien. Donc voilà les différents leviers qu'on peut trouver. Il y a une question, peut-être une question présentielle avant, puis je passerai à Jonathan juste ensuite. Nadeil, consultant logistique indépendant. J'ai une question pour Thomas. Et Noël aussi, on parlait du
poids et des parts de marché de Leclerc qui est entre 20 et 22, je ne sais pas précisément au niveau national. Quel est le poids des concepts? Parce qu'il y a toute cette galaxie des concepts. Manège à bijoux, qui est le plus gros vendeur d'or en France aujourd'hui, le centre auto, l'agence de voyage, les dragues et ainsi de suite. Mais est-ce que ça aussi, c'est un moyen de capter cette clientèle et de la privatiser, on va dire, et de la garder? C'est-à-dire qu'après le modèle, moi, un pitch super que j'avais eu à l'époque en ouvrant les drives piétons, on a des collègues octogénaires à l'époque, je trouvais génial, qui viennent me voir et qui me disent « Thomas, c'est super émouvant, ta petite boutique là, mes parents avaient une boutique similaire dans le centre du Mans. » Voilà, c'est monsieur Olivier qui était venu me voir pour me raconter ça. Et il me dit quoi? Il me dit « Bah oui, cette boutique dans le centre du Mans, on s'est fait virer à l'écart de la ville. Et puis d'ailleurs, le pitch rapide, c'est que on nous a contraints à quitter la ville, on s'est retrouvés à l'extérieur. Et c'est là qu'on a inventé le discount et les prospectus. Parce qu'il fallait faire venir les clients. La chance qu'on a eue, c'est que la civilisation de la bagnole fait qu'on s'est retrouvé où ça? Au rond-point à l'entrée de la ville. On a fait un carton. Et tu sais quoi? On ne gagnait pas de pognon. On s'est mis à gagner du pognon quand on a fait de l'immobilier autour. Ce qui a fait les beaux jours des centres commerciaux, Auchan, Carrefour ou autres, c'est aussi l'immobilier qui a été cédé, qui a servi à faire de l'extension à l'étranger et autres. C'est ça qui a cartonné vraiment. Et peut-être que là, on est à la fin de l'histoire. C'était le partage de mon collègue en disant « il faut revenir au-devant des clients, ils sont là ». Et l'endroit où on s'est mis dans l'île, parce que maintenant il y a de la data, il faut se rendre compte que place Louise de Bétigny à Lille, il y a 300 000 piétons par jour. Quand je me balade à Paris, il y a plein de coins pour faire ça. Si un acteur a la volonté de le faire, et on le fait aujourd'hui avec des relais, on le fait aujourd'hui avec WeDrop, qui a automatisé un relais pour nous pas très loin d'ici, il y a plein de services à imaginer pour faciliter la vie des urbains. Pas de minimum de commandes, personne ne sonne chez vous, c'est le pain point quand on est livré. Et je peux aller piquer ma commande en bas. Delipop ou Commode, c'est des concepts que moi je regarde et je pense qu'il y a une idée là-dedans, ils sont peut-être un peu en avance de phase. Et puis souvent quand on développe ce genre de produit avant, un peu comme le Quick, on met des prix qui déconnent. Les gens sont pas fous, donc si on réussit à mixer une offre de prix, une EMDD et un mode Leclerc là-dessus, ça va fonctionner. Ouais. Est-ce que ça répond plus ou moins? Sur les concepts autour de Ah ouais, alors les concepts, c'est ça, je me disais, j'oublie un truc. Les concepts, en fait, c'est la monétisation de notre propre trafic. Moi, aujourd'hui, dans une ville de 7000 habitants, j'ai 6 opticiens et 2 audioprothésistes qui bossent chez moi, en bas. C'est optique, audition, Leclerc. Mes clients me remercient et en fait, les mecs me disent, mais c'est la rue la plus passante du coin. On peut jouer en plus sur des programmes de fidélité, des programmes de retour entre deux. Sur la parfumerie, on est des gros vendeurs. Parce que si vous allez dans les villes au printemps ou aux galeries pour acheter vos produits, c'est la galère pour se garer, il y a un monde de dingue. Pour les fêtes de fin d'année, je vous le dis, trouvez une heure pour soi de chez Leclerc autour de chez vous. Et en fait, les grandes marques commencent à nous envoyer les animateurs, qui au début arrivent avec des grands yeux en se disant « mais qu'est-ce que je fous à Templeuve ?» Sauf qu'en fait, je vais peut-être faire plus de business que quand je vais au printemps. Je vais avoir un peu de déperdition comme ça. Donc, sur d'autres zones, dans le sud-ouest, ils ont beaucoup développé, vous en parliez, Brico, BBJ, Centre Auto, ce genre de choses. Quand il y a un trou dans la raquette, l'adhérent Leclerc, il a juste un intérêt, c'est d'aller ouvrir le tiroir du Galec, où il y a des gens super sympas et des collègues qui nous disent « alors tu veux en faire un, je t'explique. La boîte à outils, elle est là, je peux t'envoyer des... » L'important chez nous, c'est le leitmotiv toujours, c'est de dire « il faut que tu aies un bon responsable ». C'est ça la clé. Avant, il fallait avoir un bon boucher pour avoir un bon hyper. Et quand on ouvre des concepts, il faut avoir un bon responsable. L'épicerie, le reste, c'est un peu plus trivial. Jonathan, il y avait des questions à distance? Voilà. Ah. Du coup, la question de Mehdi, qui est qu'en est-il des modèles de personnalisation et de flexibilité des différentes enseignes? Je me retire. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Nous, la personnalisation, c'est un truc qu'on regarde justement pour... on a 40 recettes différentes par semaine. Mais du coup, comme nous, on est dans le digital, donc le niveau de service, il va être assez sur l'appli, etc. Mais au final, on a aussi beaucoup de data. Et donc, du coup, en fait, on a un enjeu qui est un peu... On regarde Netflix, quoi. Aujourd'hui, Netflix, il vous propose un catalogue. Et de temps en temps, on se dit, ah ouais, comme c'est vraiment plugué. On a des comptes différents et on voit que les comptes sont complètement différents dans le même foyer parce qu'on ne regarde pas la même chose. Nous, on regarde aussi ça avec une hyper personnalisation de la recommandation de la recette et pour presque demain, en fait, ne presque plus avoir à choisir les recettes et en fait, quand on shoot, on va livrer les recettes qui vont te plaire
Et donc ça, c'est la segmentation, la personnalisation du modèle. C'est un truc qu'on regarde beaucoup. Ouais. Une réflexion qu'on peut partager sur le drive, c'est que quand on va au drive, on singe l'hyper en fait, on fait semblant de remplir son chariot. Et je pense que ça, c'est un peu le tuilage des générations, mais on peut imaginer que demain, la navigation, le mode de remplissage du panier ou autre pourra changer. Et c'est un enjeu parce que ça génère chez nous des achats un peu répétitifs et on a du mal à déclencher de l'impulsion. Et vous y travaillez ça en ce moment justement, à avoir des algorithmes chez Carrefour ou chez Leclerc? J'ai rien à dire. Et toi, Gilles Lafranche? Typiquement, nous, l'IA, on est à une époque bénie pour ça, pour tout ce qui est de la reco et comme tu le disais, pousser de la page catalogue vraiment tailorée pour tel ou tel adhérent. Toute l'algorithmique et l'IA derrière, c'est du pain béni, quoi. Ça aide à aller beaucoup plus vite et être vraiment pertinent par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a encore 2 ou 3 ans avec juste du codage simple. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement sur vos ventes à e-commerce, vous êtes tous des Kitok dans quelques années parce que potentiellement vous proposez des fiches recettes vous aussi et ça ajoute dans le panier directement parce que Il y a mes recettes Leclerc, mais on n'est pas au même niveau, on n'est pas sur la même entrée et je pense qu'à un moment il y a forcément quelque chose qui va arriver parce que le pain point du client d'hypermarché, c'est qu'est-ce que je vais faire à bouffer ce soir. C'est pas autre chose en fait, c'est pas où est-ce que je vais aller faire les courses ou dans quelles enseignes je vais aller. Mais oui, tu as raison. Nous, typiquement, on est en train de travailler à une option où quand tu tapes dans la barre de recherche, plutôt que de taper pâtes ou huile d'olive, tu tapes ta recette et en fait, ça te sort. Il y a tel carbonara et t'as ta liste. Exactement, et ça te sort directement la liste. Donc ça va être assez transformatif. Ouais, donc ça fait lien avec le gain de temps dont on parlait pour le drive piéton, quoi. C'est le pain point finalement numéro 1 du client aujourd'hui, en tout cas du client jeune, j'ai l'impression, c'est effectivement passer le moins de temps possible à faire ça. Ok. Avez-vous d'autres questions ou d'autres questions en ligne? Toujours Mehdi, qui a une question un peu plus longue concernant l'implantation d'entrepôts en centre-ville concernant les livraisons rapides qui imposent une reconfiguration des espaces de stockage. Oui. Les modèles d'entrepôts plus petits et plus nombreux, par exemple les micro-entrepôts, permettent une gestion plus fine des stocks et des livraisons plus rapides. Cependant, cela engendre une augmentation des coûts d'immobilier en centre-ville. Quelles sont vos stratégies respectives ? C'est vrai qu'on parlait de micro-fulfillment center il y a encore quelques années. C'est peut-être plutôt trop le sujet en ce moment. Alors, quelles sont les stratégies immobilières? On a pas mal de personnes qui bossent dans l'immobilier ici, que ça va intéresser. Quelles sont les stratégies immobilières des enseignes? Peut-être en particulier du coup pour Carrefour, pour Leclerc. Comment vous faites finalement pour réussir à avoir des surfaces en ville qui restent rentables? Nous, de notre côté, on a beaucoup investi dans des entrepôts. J'aime bien l'image en se disant on achète la marchandise au camion complet, on l'amène dans un entrepôt coopératif. Là, ce cas par toi qui me concerne, les 16 entrepôts dont tu parlais à échelle nationale, c'est full automatisé, c'est impressionnant ce genre d'outil. Il y a une tour de 50 mètres. Et ce produit me permet à moi, adhérent de la coopérative, de recevoir ce que je veux au carton près, au jour le jour. En plus, le robot me les range aller par aller. Enfin, c'est dingue la puissance que ça a. Je vous explique rien, Ethio, vous êtes nos partenaires pour réfléchir à tout ça. Ça arrive dans mon entrepôt de e-commerce à moi, qui est à portée de fusil de la ville. Je peux livrer des drives automobiles, ou je peux livrer un entrepôt d'approche, c'est ce que je fais à Lille, et je fais le dernier kilomètre à vélo. Parce qu'aujourd'hui, en ville, d'ailleurs j'ai fait le trajet Gare du Nord ici à vélo, parce qu'en taxi, je ne sais pas combien de temps j'aurais mis, mais c'est une histoire de dingue. Alors à vélo, on risque un peu sa vie quand même, mais bon, en étant prudent et un peu concentré, ça passe. Donc aujourd'hui à Lille, on a une boîte qui s'appelle Carbone Zéro, qui est notre partenaire, et on a identifié, et ils se sont identifiés tout seuls, des partenaires potentiels, les livreurs de colis. On est en train d'apprendre à remplir des lockers de colis. On livre des pharmacies. Il y a plus de 30 pharmacies à Lille qui sont livrées plusieurs fois par jour, parce qu'on appelle les camionnettes blanches. Ce genre de choses, demain, ça peut disparaître. Donc c'est surtout une stratégie d'approche, parce que je ne crois pas que démultiplier le fulfillment center, ça marchera. Et tu en parlais tout à l'heure, c'est la problématique aussi de la casse, quoi, tout simplement. Enfin, à un moment, un entrepôt travaille au centime près. Donc le but du jeu, c'est de vendre absolument tous les produits qu'on achète et qu'il y ait un minimum de casse. Et le fait pardon, je rebondis juste sur ce que tu disais, Thomas, le fait de décorréler quand même la préparation avec l'endroit où se fait potentiellement la récupération de la commande, parce qu'il y a beaucoup de modèles drive où quand même la préparation se fait au niveau du drive. Est-ce que ça n'a pas un impact trop important sur le délai potentiellement? Alors c'est intéressant parce que, alors oui et non. C'est-à-dire que plus vous pouvez livrer vite, plus vous faites de business, mais il n'y a que 20% des commandes qui sont commandées dans les 2 heures qui précèdent le retrait.
60% du business est fait la veille. Moi, j'ai des équipes qui bossent dans mon entrepôt tous les jours jusqu'à 23h, parce qu'en fait, le magasin en ligne, il est plein entre 21h et 23h. On passe sa commande sur du temps masqué, devant la télé, à table ou autre, avant le programme du soir. C'est ça qu'on observe aujourd'hui. Le dimanche soir, c'est un truc de dingue, parce que tous les urbains arrivent à Lille le lundi. Ils savent très bien à quelle heure ils vont passer devant le point, et passer la commande avec un peu de délai, ça marche. Et là où tu as raison, c'est que plus tu raccourcis le délai, plus tu es cher. Plus tu allonges le délai, plus tu peux être performant en termes d'économie et de suivi. Non, mais c'est ça, je pense que la question de Mehdi, elle était surtout aussi sur les sujets du quick commerce qui avait beaucoup posé question sur la création des micro-fulfillment centers en centre-ville, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dark store. Voilà, et dark store qui aujourd'hui finalement sont beaucoup moins d'actualité. Et sur le quick commerce qu'on peut avoir, nous chez Carrefour, il se fait depuis les magasins, donc on n'a pas ce sujet-là. Une dernière question? Allez, voilà, la dernière question. Je voulais rebondir sur un point tout à l'heure, vous avez dit le pain point du consommateur, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir. Oui. Est-ce qu'on s'oriente vers une rationalisation du nombre de références en GMS pour avoir des choses plus personnalisées, comme on va chez le Toc ou la Fourche, plus pertinentes pour le consommateur, ou vous pensez que le consommateur a encore besoin d'avoir un éventail de choix assez important? Alors c'est vrai que plus on va traiter là aussi le nombre de références distinctes a forcément un impact sur la productivité du système. Mais on a quand même aujourd'hui, entre la MDD, au moins une marque nationale, plus les variantes qu'on peut trouver, il y a beaucoup de produits. Ce qui est compliqué à gérer pour nous, c'est le nombre de... Je vous le disais tout à l'heure, sur à peu près 10 000 références d'ambiance, j'ai 200 à 300 codes qui sortent et qui rentrent tous les mois. Nouveaux. Des fiches à créer. Je ne sais pas s'il y a des gens de Salsify aussi dans la pièce, mais il doit y en avoir pas loin. Enfin, c'est devenu aujourd'hui un point clé pour nous. Donc c'est pas de gaieté de cœur, et en tout cas, nous on est là pour répondre aux besoins du conso et on n'est pas là pour pousser à la conso. Donc finalement, si ça peut se rationaliser, tant mieux. L'essor de la MDD, c'est ça aussi, parce que là, on a tendance à réfléchir sur les formats ou sur le suivi. Beaucoup de systèmes de livraison ont tendance à choisir des formats, et en plus justement pour aussi limiter un peu la guerre des prix, parce que vous le savez sans doute, mais voilà, il y a 5 ou 6 formats chez Coca, que Coca nous vend bien à un prix dégressif en fonction de la taille du format, mais comme on se bat tous sur le même format, il y en a un qui n'est pas margé et puis les autres qui sont margés, quoi, on va se le dire. Donc c'est ça aussi qui peut compter. Il y a toujours quand même une demande d'innovation de la part des clients qui aussi demandent le fait qu'il y ait malgré tout du choix et de l'innovation en termes de référence, ce qui nous oblige, parce qu'on en a envie aussi, à prendre de nouvelles références, mais comme vous le dites, à les faire sortir si jamais ça ne tourne pas, parce que les innovations, on sait très bien que toutes ne fonctionnent pas. C'est ça. Les alternatives à la viande, c'est un marché de dingue en ce moment, où il y a de l'investissement marketing, donc on n'a pas le choix finalement que de les prendre. L'arbitre, c'est la casse. Hein. Et nous, on a un modèle aussi qui prend un nouvel angle, puisque en fait, chez Kitox, c'est pas 10 000 références, c'est 600 références, entre 500 et 600 références par semaine, mais qui changent toutes les semaines. Et comme on a toujours ces 6 jours-là qui nous permettent d'atterrir sur un niveau de stock zéro, à la fin de la semaine, en fait, je reset mon entrepôt et je pars sur 600 nouvelles références. Et donc en fait, ma diversité, je l'adresse, mais parce que je propose toutes les semaines des recettes différentes. Et donc en fait, j'ai mon stock qui tourne toutes les semaines. Donc avec 600 références et du coup une performance logistique hyper élevée, puisque en système de préparation de commandes, etc., je peux avoir des systèmes hyper productifs. J'adresse quand même la diversité en faisant complètement chambouler mon assortiment. Et du coup, je me calque aussi sur une promesse de saison. Et nous, il n'y a pas de tomates en hiver parce qu'on estime que ça ne fait pas de sens. Et du coup, on va avoir une catégorie, un assortiment qui va correspondre à la saison, quoi. Nous, c'est assez rationalisé. Alors, la première discipline qu'on a, c'est s'il y a une référence qui rentre, il y en a une qui sort, obligatoirement. On a 4000 refs, il n'y en aura pas 6000 à la fourche, donc c'est assez peu. Et ce qu'on essaye de pousser aussi, enfin la manière dont on structure notre catalogue, il y a une ref entrée de gamme. Généralement, c'est notre MDD. Si ça ne l'est pas encore, ça va le devenir.
une ref un peu plus premium, et pour des grosses catégories, effectivement, toujours une nouvelle marque qu'on essaie de pousser ou de mettre en avant. Mais avec cette discipline-là, au début, on a eu peur, hein, parce que justement, on a un catalogue qui est très très restreint. Si je prends l'huile d'olive, on va chez n'importe quel distributeur classique, il y en a 20, 30, 40. Nous, il y a 2 marques, c'est quand même pas beaucoup. Mais l'engagement de prix, et aussi on essaie d'être vraiment très précautionneux sur la qualité des produits. Nos adhérents nous font confiance, et donc le côté très rationalisé du catalogue est pas tellement pénalisant. Enfin, dans les critiques constructives qu'on peut recevoir de nos adhérents, on en reçoit régulièrement, le fait d'avoir un catalogue réduit, c'est pas ce qui ressort le plus. Ça sort même d'ailleurs rarement. C'est plus, allez, tiens, il y a telle catégorie de besoins que vous n'avez pas encore couvert, que j'aimerais avoir, mais sur une unité de besoin bien définie, les gens ne cherchent pas, en tout cas nos adhérents à nous, ne cherchent pas à avoir 10 références. Ils nous font confiance sur les 2 ou 3 qu'on sélectionne. Ok, et écoutez, je vous propose, comme on a un peu débordé sur le timing, qu'on passe à l'étape d'après. Merci à tous.